Salut à toutes et à tous. Eh bien cette vidéo là je voulais vous la faire en fait depuis un long moment. J'y suis allé il y a maintenant presque 2 mois. Eh bien je parle de quelle ville? Je parle de Baltimore. Baltimore qui est une ville au niveau culturel et même pop culturel assez connue et reconnue aux États-Unis, pour des bonnes raisons comme des mauvaises raisons, pour des raisons vraiment historiques et originales comme des raisons beaucoup plus liées à des choses comme la criminalité. Alors, il faut savoir au moment où j'ai fait cette vidéo, au moment où j'ai filmé cette vidéo, quand j'y suis allé, je me suis vraiment attelé à rester près de Inner Harbor. Je vais vous montrer sur une carte un peu plus tard dans la vidéo où c'est et qu'est-ce que j'ai fait exactement. Je n'ai pas visité tout le Baltimore et je me réserve le droit de pourquoi pas vous faire d'autres vidéos sur cette ville qui est fascinante, qui a beaucoup d'art, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, de culture, une forte histoire, étant tout simplement un port maritime très important aux États-Unis. Bon, c'est pas mal pour une intro, donc on va y aller tranquillement. On se fait une petite vidéo spéciale Baltimore, c'est parti. Déjà, Baltimore, c'est où? Alors, c'est très simple, Baltimore, c'est à peine à 40 miles de Washington DC, au nord-est de Washington DC, donc on va dire une soixantaine de kilomètres à peine, c'est vraiment à côté. Je vous montre une carte comme souvent ces derniers temps, comme ça vous pouvez vraiment voir à quel point c'est à côté. On parle souvent d'ailleurs d'une aire urbaine Washington-Baltimore, quand on parle de l'aire urbaine totale en fait de cette zone-là, puisqu'on les délimite pas forcément. Alors, on sait c'est où maintenant, et Baltimore c'est quoi? C'est quoi comme ville? D'où vient cette ville? Pourquoi? Eh bien comme d'habitude, et vous l'avez bien compris, on va se faire un petit volet histoire, un petit récap histoire mais assez rapide, vous inquiétez pas. Bon déjà, bien avant Christophe Colomb, enfin bien avant la colonisation européenne, il y avait une tribu de natifs américains. Alors, le nom n'est pas facile à dire, donc vous m'excuserez par avance. Les Susquehannock, alors peut-être ça se dit Susquehannock, que sais-je, mais en tout cas cette tribu était là et vivait en fait au nord de Baltimore et venait surtout ici pour chasser, donc à Baltimore même. Puis arrive plus tard la colonisation européenne. Et qui dit colonisation dit point stratégique, on le voit sur la carte comme je vous l'ai montré auparavant, mais Baltimore se situe sur l'océan, en tout cas sur le bras de mer de la Chesapeake Bay où se retrouve l'océan, et donc devient un endroit stratégique en termes maritimes. Un port y est érigé, ce port c'est le port de Baltimore en 1706. On sait c'était pour notamment le marché du tabac avec l'Europe, et ensuite la ville de Baltimore elle est établie en 1729. Je vais pas vous raconter trop d'histoire non plus, mais il y a une histoire qui est très importante, alors écoutez bien. Alors que peu de décennies auparavant, les États-Unis avaient enfin obtenu leur indépendance, ils avaient pas mal de conflits avec des pays qui voulaient rester souverains dans cette zone du monde. Et donc, ils ont eu des conflits avec la France, puis ils ont eu un conflit qui a amené une guerre, celle de 1812, avec notamment la Grande-Bretagne. Suite à ce conflit, il y a eu une bataille au fort McHenry, fort qui est situé à Baltimore, et les Anglais n'ont pas réussi en fait à bombarder comme ils le souhaitaient le fort McHenry, et parmi les Américains, parmi les résistants américains, il y avait un poète, un avocat qui était poète amateur et qui a en fait tout simplement écrit le fameux hymne américain. Cette chanson en fait s'appelle The Star Spangled Banner, et donc ce monsieur qui a été en fait connu grâce à ça, c'est Francis Scott Key. Je suis presque sûr que vous en avez entendu parler, ou en tout cas que ce nom va vous dire peut-être quelque chose par rapport à l'hymne américain. Donc voilà, je vais pas non plus vous embêter plus que ça, faut savoir que l'hymne est devenu, ce poème est devenu l'hymne américain officiellement en 1931. Je vous embête pas plus que ça avec l'histoire, on va juste évoquer 2-3 secondes en fait la fameuse guerre de sécession, puisqu'il faut savoir que il y a eu le fameux Pratt Street Riot de 1861 qui a été en fait parmi les prémices, et qui s'est donc déroulé à Baltimore, qui a été parmi les prémices en fait de cette fameuse guerre de sécession. Voilà pour la partie histoire. On pourra toujours revenir plus en détail comme d'habitude sur ce genre de choses si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à en parler.
Alors que vous voyez des paysages assez sympathiques, avec notamment, et je pense que vous avez remarqué, il y a eu pas mal de statues, des statues de joueurs connus et très connus, que ce soit en baseball ou en football, dans la ville de Baltimore. Et bah en fait le deuxième chapitre de cette vidéo, ça va être tout simplement de parler de ces joueurs là. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par parler tout d'abord de la dernière statue que vous avez vue dans cette vidéo. Il s'agit d'un joueur majeur des Orioles, vraiment une icône des Orioles des années 60. Je parle de Brooks Robinson. Une seule vidéo bien sûr pour parler de ce genre de joueur, une vidéo en plus qui plus est qui n'est pas centrée sur lui et qui va ne durer que quelques minutes, c'est pas assez bien entendu, mais par contre on va quand même rappeler quel était ce joueur rapidement, sachant qu'il a été reconnu comme le plus grand troisième base défensif, du côté défensif de l'histoire de ce sport, donc ce n'est pas rien. Brooks Robinson, qui vient d'Arkansas, a donc été en fait recruté en 1955 par les Orioles, et il va en fait y jouer toute sa carrière. Il va jouer pour 23 saisons. En fait, il a tout simplement déjà un premier record, c'est le record à égalité avec Karl Yastrzemski, de longévité en termes de carrière dans un même club, dans une même équipe. Il va avoir plusieurs surnoms, tous ceux qui sont férus d'histoire et de baseball connaissent ce fameux Human Vacuum Cleaner ou Mr. Hoover. Donc il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'était vraiment un gros joueur défensif, et à partir de 1960, il va remporter en fait le Gold Glove, en fait, qui récompense le meilleur joueur de position au niveau défensif dans la ligue. Il va le remporter à 16 reprises. Menace donc défensive reconnue, mais également capable de coups d'éclat offensifs. Il va finir par être MVP de l'American League en 1964, au terme d'une année vraiment exceptionnelle, selon lui sa meilleure année en carrière d'ailleurs, montrant non seulement sa consistance et ses qualités d'Ironman, puisqu'il va louper simplement 2 manches sur tout le calendrier en fait 1964, mais montrant également en fait une capacité à produire des points en dominant tout simplement l'American League avec 118 RBI. Il va finir avec une moyenne aussi à la batte de 318, ce qui est quand même assez exceptionnel, presque un coup sûr sur 3 tentatives, ce qui est assez impressionnant. Mais je vous le rappelle, il a quand même joué pour les Orioles des années 60-70, c'est-à-dire la plus grosse dynastie que l'on ait pu voir du côté de Baltimore, avec un joueur qui va le rejoindre et qui est très connu, un former MVP de la NL, de la National League, c'est Frank Robinson. Ils vont remporter dès 1966 en fait le titre ensemble. On n'oublie pas les pitchers comme Barber notamment, ou encore Jim Palmer. Et ils vont réitérer leur exploit en 1970 avec un deuxième trophée gagné. 1970 qui va être d'ailleurs la consécration pour lui, puisque au-delà de remporter ce deuxième titre, il va remporter également le MVP de ces World Series, avec notamment des actions de grande classe, des actions iconiques au niveau défensif notamment. Puis il va en fait aller vers la deuxième partie et la fin de sa carrière, cette fin de carrière qui va arriver en 1977. Il sera All-Star également cette dernière année, le mettant en fait All-Star à 18 reprises. Il sera finalement tout simplement élu au Hall of Fame, ce qui est tout à fait naturel pour lui, tout comme son ancien coéquipier, Frank Robinson notamment, Jim Palmer, Steve Barber, et j'en passe, etc. etc. Les Orioles des années 60-70, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant à voir et à connaître, donc je vous invite à aller voir tout ce que vous pouvez essayer d'aller voir sur internet, vous renseigner, il y a des documentaires, il y a des livres. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous renseigner sur cette période assez fantastique du baseball à Baltimore. On va passer maintenant sans transition aucune, puisqu'il faut bien accélérer sur cette vidéo pour vous garder avec moi. On va passer en fait à un joueur très connu en NFL, l'un des meilleurs quarterbacks de tous les temps selon certains, Johnny Unitas. Alors, s'il y a quelque chose à retenir parmi tout ce qu'il y a à retenir sur ce joueur, c'est en fait son abnégation, le fait de ne pas abandonner. Il faut savoir qu'il a été recalé par la fac de Notre-Dame, Notre-Dame qui est une des plus grosses facs de l'histoire au niveau football américain. Il a ensuite été sélectionné très très loin à la draft NFL. Il faut savoir qu'à l'époque, la NFL et l'AFL étaient 2 ligues complètement différentes.
Donc la NFL était la ligue connue et retransmise à la fin des années 50 et au début des années 60 aux États-Unis, alors que les États-Unis devenaient de plus en plus amoureux du football et l'ont fait passer au rang de sport national devant le baseball dans cette période-là. Donc pour revenir sur Unitas, il est sélectionné au 9e tour par les Pittsburgh Steelers qui ne vont même pas en fait le garder, ils vont le trouver trop lent et vont donc le couper avant le début de la saison. Il va se retrouver à faire des petits boulots par-ci par-là avant d'obtenir une seconde chance avec les Colts de Baltimore. Avec les Colts de Baltimore, il va tout simplement réaliser le clair de sa carrière avec 14 ou 15 saisons de mémoire. Auteur donc de performances exceptionnelles avec les Colts de Baltimore, il va être tout simplement MVP en 1959, 1964 et 1967. Donc tout ça c'était avant la fusion NFL et AFL, qui vont donner en fait la NFL telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'en 67, il y avait la première édition du Super Bowl. Donc malgré tout, lui de son côté, il va être également All-Pro à 5 reprises. Et il va être surtout présent dans les Pro Bowls de 1957 à 1967, quasiment sans discontinuité, à part en 1965. Donc voilà, il est élu au Pro Football Hall of Fame en 1979, après avoir arrêté sa carrière pro en 1973. Et il faut savoir qu'il remporte, on comptabilise 4 titres. Dans ces 4 titres, il y a 3 titres de champion NFL, alors qu'il n'y avait pas encore eu la fusion entre NFL et AFL. Il va cependant perdre en fait le Super Bowl de 1968, le Super Bowl numéro 3 face aux Jets du fameux Joe Namath. Et il va remporter un Super Bowl, c'est celui de 1970, celui de la fusion AFL et NFL, avec le championnat NFL tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y avait un peu moins d'équipes. Et par contre, certes, il va remporter ce Super Bowl, mais il va se retrouver blessé dès le second quart-temps. Il va donc devoir laisser sa place à Earl Morrall, qu'il avait déjà remplacé quelques saisons auparavant durant ses premiers gros soucis en saison. Quoi qu'il en soit, c'est un quarterback connu et reconnu dans l'histoire de la NFL, l'un des 10 meilleurs quarterbacks de l'histoire de la NFL selon la plupart des observateurs. Donc voilà, encore une figure emblématique de Baltimore. On va passer à une dernière figure emblématique de Baltimore et encore une fois de l'équipe de football. Cette fois-ci, on va parler Baltimore Ravens et on va parler bien sûr de Ray Lewis. Bon, pour le coup, Ray Lewis, il est beaucoup plus proche de nous, c'est un de nos contemporains. Il a joué à Baltimore jusqu'en 2012, il avait été drafté en 1996. On l'a connu d'abord à l'université chez les Hurricanes de Miami, et on l'a très rapidement vu comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, des meilleurs linebackers de sa génération. Il a été nommé 2 fois, si je dis pas de bêtises, All-American lorsqu'il était chez les Hurricanes. Il se retrouve donc drafté au premier tour en 96 par les Ravens. Et en fait, on va retrouver un joueur exceptionnel. Un joueur tout simplement exceptionnel. Le fameux Great 52 ou le Master of Disaster. Il va remporter en fait 2 Super Bowls avec Baltimore, dont un, le premier, qui personnellement me fait mal parce que je suis fan des Giants, mais c'est face aux Giants, c'était la saison 2000, donc c'était en 2001 pour ce Super Bowl. Ils vont remporter ce match 34-7, ils ne vont encaisser aucun point de l'attaque des Giants, pour vous dire que la défense a tellement dominé. Il a été un symbole de cette défense surdominatrice, et donc il a remporté ce trophée de MVP cette saison-là, pour bien sûr le Super Bowl, Une défense qui d'ailleurs toute cette saison a été assez exceptionnelle, qui a battu pas mal de records NFL. Pour revenir et finir sur Ray Lewis, donc il a remporté également le Super Bowl de 2012, donc face aux Niners de Colin Kaepernick. Il a été All-Pro à plusieurs reprises, de tête comme ça, je dirais 6 ou 7 reprises. Il a été aussi au Pro Bowl plus d'une dizaine de fois. Encore une fois, c'est sur des souvenirs, mais vous verrez en astérisque le nombre exact, puisqu'il faut bien faire son travail. Donc voilà, je voulais parler de ces 3 joueurs, parce que ce sont 3 joueurs assez exceptionnels. Je vous ai vraiment donné que la surface, on est allé qu'à la surface, on n'a rien gratté. Pourquoi ? Parce que je veux déjà vous garder le plus longtemps possible, pour que vous puissiez vraiment apprendre des choses sur les choses qui sont liées au niveau sport à Baltimore.
et également tout simplement puisque on peut toujours reparler de ce type de joueurs dans des vidéos qui leur sont dédiées plus tard. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien entendu. Je vais m'arrêter là pour la vidéo sur des belles images donc de Inner Harbor, là où j'étais, en sachant que Baltimore, comme je vous l'ai dit, c'est aussi de l'art, c'est même au niveau culinaire, c'est des spécialités, notamment le crabe. C'est un aquarium national assez intéressant, c'est donc le fort McHenry dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo. Beaucoup de choses très intéressantes au niveau culture et art, beaucoup de choses beaucoup moins intéressantes avec la criminalité, avec des quartiers même qui sont quasiment vides d'individus suite à des années et des années de criminalité. Donc voilà, tant de choses à dire sur Baltimore et je vous laisse en fait sur ces belles images et sur un petit hommage particulier à un acteur qui est décédé récemment et qui avait joué notamment dans The Wire qui était une série vraiment mythique sur Baltimore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On pourra revenir sur Baltimore quand vous voulez, n'hésitez pas à m'en parler. Prochain arrêt, prochain stop, ça sera certainement Miami. Et sur ces belles paroles, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.